et psychologique et spirituel également au domicile des patients. Donc chacun se rend au domicile, dans la maison des personnes qui sont soignées, et les personnes sont référées par les unités souvent d'oncologie, donc pour permettre que le soin puisse se faire dans des conditions techniques acceptables, en tout cas pour les personnes chez elles. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et les bureaux sont à Jean Talon. On est au 3e étage du bâtiment Alfred Dallaire, qui se trouve au croisement de Christophe Colomb et Jean Talon. Voilà. Et on a à peu près 1200, 1300 personnes que l'on suit en fait chaque année. Un peu partout à Montréal. Oui, c'est le Grand Montréal, oui, vraiment. C'est surtout donc l'Est, le Nord. Ça a été Laval à une époque, c'était le Sud, mais là maintenant c'est terminé. Et donc c'est vraiment le centre de Montréal, le Montréal-Nord et Montréal-Est. Oui. Et alors, ça veut dire que ça ne remplace pas les CLSC, ça complète ou c'est autre chose? C'est un complément, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout un substitut au travail que font les CLSC, mais on est une équipe qui est dans le réseau et qui permet d'assumer et d'assurer donc le soin au domicile donc des personnes. Oui. Et ce n'est pas un substitut aux soins ni des hôpitaux ni des CLSC. Nous sommes un complément et on est un maillon dans le système de santé. Oui. Voilà. Alors, je veux juste m'assurer, est-ce que tout le monde nous entend sur le web? Comme ça? Comme ça. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Alors, nous avons une collègue sur le web Oui. qui s'occupe un peu de répondre aux personnes qui sont dans cette assistance un peu plus distante physiquement. Bon, ça va. Alors, je salue tout le monde. Je salue ma collègue aussi, Christine Goyette. Et puis, on est content de voir que tout est rétabli. On va pouvoir partir en douce comme on vient de le faire. Hein? Merci, Joanne. Oui, oui. Je peux te demander, juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les soins palliatifs ou la psychologie, si c'est pas trop te demander? Oui, non, c'est une grande et belle question, c'est sûr. J'ai opté pour la psychologie. Avant, je m'occupais de la prévention de la délinquance et de l'insertion des jeunes et des personnes en réinsertion, les sans domicile fixe, quand j'étais en France. Et puis, en étant au chevet des personnes à l'hôpital, en ayant été formé par cette psychologue clinicienne, je me suis dit que ma place était plutôt au chevet des personnes dans les chambres, dans leurs chambres, avec la détresse qu'ils pouvaient vivre. Et donc, j'ai fait une formation en psychologie pour me consacrer en fait aux soins palliatifs après donc la formation de psychologue en fait que j'ai eue en France. Et j'ai eu un accident assez grave en fait de la circulation il y a de nombreuses années qui a réorienté en fait ma vie et le désir de prendre soin des personnes qui étaient à l'hôpital. Voilà. Ça c'est la raison profonde. Ouais. Oui. Avant l'accident, tu te destinais pas? Non, 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 pas spécialement. Non, non, c'est l'accident qui a réorienté en fait mon choix. Ouais. Oui. Comme quoi que, avec un malheur, on fait quelque chose. Ça donne du sens. Ça donne du sens, hein? Oui. Oui. Alors, quel beau titre tu nous proposes ce soir? Quel éveil possible de la vie à l'orée de la mort et du deuil? C'est une question que tu poses. Oui, c'est une question. D'abord, avant toute chose, merci à toi, Joanne, de m'accueillir ici. Merci à vous tous, dont je vois les visages. C'est sous le web, en fait, on ne voit pas les visages. Et là, je vous vois tous, donc c'est merveilleux. Et merci d'être là et de m'accueillir. Je suis un petit peu intimidé, et puis je suis très touché de pouvoir partager avec vous. J'espère qu'il y aura des questions sur partager les expériences, les difficultés que vous éprouvez dans les personnes que vous accompagnez, les deuils que vous vivez. Et je trouve que l'échange sera une richesse en fait entre nous pour pouvoir trouver ensemble un sens un petit peu à ce que nous vivons tous en fait. Donc merci à vous d'être là. Oui, puis vers 8 heures, tu vas voir, on va être ensemble avec eux. Ah, ok, et formidable, ça va être formidable. formidable. Alors, c'est une question donc que tu as posée parce que Oui. tu te dis, y a-t-il un éveil où j'ai vu des moments d'éveil? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une grande question. Il y a pas, ce sont des questions sans réponse la plupart du temps. Vous connaissez aussi peut-être beaucoup de choses dans vos propres accompagnements. Ce que je voulais simplement peut-être indiquer comme repère assez simple, c'était trois éléments en fait qui sont un petit peu le sens en tout cas de mon travail au domicile.
D'abord, je vais rencontrer les personnes dans leur maison. Donc, ce n'est pas la personne ou le patient qui vient me voir au bureau, c'est moi qui suis accueilli, en fait, dans leur maison, avec leurs bibelots, leurs enfants, les épouses, les frères, les sœurs, la difficulté aussi qu'ils peuvent avoir, les problèmes financiers, les problèmes sociaux, tout type de personnes. Et en fait, c'est les gens qui m'accueillent à la maison. Et ça, je suis très, très honoré, donc je suis très touché d'être accueilli dans leur histoire. Ce qui montre aussi, dans le soin à domicile, c'est que les personnes ne sont pas que des personnes à traiter pour leur maladie, ou qui ont des pathologies mortelles, ou des traitements difficiles. C'est aussi une histoire de vie, en fait, qui nous accueille à la maison. Et ça, c'est précieux, parce que ça parle beaucoup. Un tableau, une décoration, un animal de compagnie, ça parle de la vie des gens, en fait. Donc, c'est ça qui est très beau, en fait, dans le travail à domicile. Donc, je me sens accueilli, je les remercie de m'accueillir. Et à chaque fois que je vais découvrir donc, des personnes, surtout pour la première fois, j'ai toujours en tête un petit peu 3 repères ou 3 éléments qui me dirigent un petit peu. C'est quel sens je vais pouvoir donner à la rencontre, surtout une première rencontre. Ensuite, la deuxième question que j'ai aussi en tête, c'est comment être le plus proche possible du besoin et des intérêts de la vie de la personne. Donc, quelle approche clinique, comme psychologue, je peux adapter au plus près de la profondeur et de l'intériorité de la personne. Et la troisième question, parce que c'est des personnes que je vois pendant plusieurs mois. On a cette chance de pouvoir connaître ces personnes qui sont à domicile, mais qui ne sont pas forcément en phase terminale de leur existence. Donc il y a des soins, on voit les personnes plusieurs fois, sur une année parfois. Généralement c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ce qui permet vraiment d'approfondir la relation et de mieux connaître la personne. Et ça c'est précieux pour le travail d'aide et d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que le troisième repère que j'ai en tête, c'est quelle continuité je peux préparer pour la personne qui va décéder et sa famille. Comment instaurer une continuité alors que la mort va s'approcher et dont personne forcément n'a conscience tant qu'elle n'est pas là. Donc, il y a une question donc, d'éthique, d'approche et de fin de vie et de deuil pour voir quelle continuité on peut ouvrir. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Alors, le sens, c'est quoi? Le sens, c'est comment finalement rechercher un sens, une signification à ce que la personne éprouve. Donc c'est à la fois une direction et puis essayer de trouver quelque chose qui puisse faire effectivement du écho à l'existence de la personne. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a une recherche d'une conscience dans la psyché humaine qui nous fait éprouver à la fois des choses extrêmement difficiles et traumatisantes, donc l'épreuve est difficile, et en même temps des choses qui sont un ravissement, un émerveillement de la vie. Et ça, c'est le sentiment océanique peut-être dont on parlera tout à l'heure. Donc, ce repère est important parce que je vais à la rencontre de la personne pour essayer de l'aider à observer qu'est-ce qu'elle peut me dire de ce qu'elle éprouve et de ce qu'elle vit, à la fois dans son corps et au-delà de son corps souffrant. Et ça, c'est très important de restaurer la dimension de l'être intérieur à travers les traitements, le médecin, les pilules, des paquets de pilules que les gens prennent, ils sont épuisés, c'est tellement difficile. Les douleurs, l'anticipation de la douleur, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont, que vous connaissez sans doute, qui est très difficile. Et pour autant, si on arrive à faire observer la personne ce qu'elle vit, on arrive à restaurer une espèce de, pas de pouvoir, mais ni de contrôle, mais de maîtrise, de conscience de soi par rapport à ce qu'elle vit. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ça me dirige, quand la personne le souhaite, bien évidemment, on essaie de trouver un sens à ce qu'elle vit. Parfois, les gens, ils ne veulent pas trouver de sens. Et puis, c'est quelque chose qu'ils subissent comme étant une injustice, et puis, c'est quelque chose qui est trop dur à éprouver. Donc, parfois, la relation ne se fait pas. Ce n'est pas toujours très, très, très beau, ce n'est pas toujours très, très facile. Mais quand j'arrive un petit peu à aller chercher cette conscience en fait, chez la personne, je lui pose une question en fait, qui est assez simple, c'est si vous deviez en fait, vous observer dans un film, et vous êtes l'acteur principal, comme l'acteur principal de ce film, qui est finalement votre cheminement de soins, votre cheminement de vie. Qu'est-ce que vous penseriez de ce personnage qui est en train de vivre ce que vous vivez? Quelles sont les qualités? Quelles sont les difficultés que vous éprouvez? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec votre entourage, s'il y a un entourage qui est bien sûr à l'écoute, en tout cas de ce que vit la personne? Et l'idée, ce n'est pas de faire un bilan de vie
de la personne, c'est de l'aider à avoir un regard de sa conscience pour être à la fois l'acteur de ce qu'elle vit et en même temps l'observateur de ce qu'elle est en train d'éprouver. Donc en fait, c'est comme une espèce de dualité de la conscience où on essaye de faire éprouver au patient la capacité de s'observer. Et de s'observer de quelle manière? Avec de la compassion, avec de la bienveillance envers soi. Et la relation avec le psychologue ou avec le soignant, c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Ça veut dire qu'on a de la compassion pour la personne et en même temps, on essaye de guider le patient vers la compassion ou la tendresse ou la bienveillance qu'il peut avoir envers lui-même. Et là, il y a un partage, il y a une relation, il y a une richesse, il y a des mots, il y a des larmes, des silences, et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est un partage extraordinaire. Donc, les personnes disent souvent j'ai du courage ou j'aurais pas pensé que ce serait si facile, je suis soucieux pour mon épouse, pour mon enfant, j'essaye de leur montrer ce que je peux faire. Tout ça, c'est des choses qui sont dites au fur et à mesure des rencontres. Hein. Le deuxième élément, je vais essayer de faire court, le deuxième élément, c'est surtout pour pouvoir éveiller cette conscience, en fait, c'est quelle approche est la plus adaptée. Comment être au plus près du patient qui éprouve toutes ces difficultés, toutes les douleurs et tous les traitements. C'est essayer de voir comment il peut être au-delà finalement des soins qu'il subit. C'est trouver un temps de parole, un temps d'espace, un temps d'observation pour que la personne puisse me raconter, me dire quelles sont les émotions et les difficultés qu'elle éprouve. C'est vrai que, et toi, Johan, tu l'avais tellement bien résumé, sur les 3 I, en fait, où on est dans l'impuissance, l'incertitude et l'inconnu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des peurs existentielles qui sont vraiment très importantes, que vous avez sans doute croisées et accompagnées. Et c'est la peur de l'anéantissement, c'est la peur de la perte, de la disparition, c'est la peur de la dissolution du moi, la dissolution du je, de la personne que je suis. Et on passe notre vie à vouloir s'identifier à ce moi, à cet être que l'on est et qu'on ne connaît pas. Et donc, on est uniquement pris avec des représentations de qui nous sommes, et pas forcément dans la réalité de qui nous sommes. Ce qui fait que la mise à mal et la menace, en fait, de l'être est là, bien évidemment, en train d'être éprouvée, puisque la mort est à l'orée, ou en tout cas, elle est conscientisée comme étant une réalité possible. Donc, ce que je pose et ce que j'essaye de voir avec les personnes, c'est plutôt que de dire finalement pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, oui, il y a de l'impuissance, oui, il y a de l'injustice dans ce que je vis, c'est qu'est-ce que je suis capable d'observer de ce que je ressens. Donc, c'est vrai que les réactions, elles sont émotionnelles, corporelles, comportementales, existentielles, mais en mettant la personne, en fait, en étant capable de dire ce qu'elle éprouve, de prendre le temps, surtout le temps de dire ce qu'elle éprouve et de le partager, on renforce la ressource de la personne à s'observer elle-même. Et donc, on n'est plus dans le traitement d'un symptôme médical, d'un signe médical, où finalement, on va vous bombarder de médicaments pour pouvoir taire le symptôme. C'est vrai y a une intensité, bien évidemment, dans la douleur et dans les difficultés, mais il faut être capable de se dire, le symptôme que je vis, la réaction que j'ai, finalement, la question que je pose parfois, c'est à quoi elle vous sert? Quelle est l'utilité de votre réaction? Et à ce moment-là, on restaure, encore une fois, la capacité de la personne à observer, à partager, tout simplement, je dirais, ce qu'elle éprouve. C'est un travail de psychologue, bien évidemment, ou d'aide, ou de relation d'aide, ou de psychothérapeute, ou de soignant. Chacun est capable, à mon sens, en tout cas, de faire ça. Ça demande une écoute active, bien évidemment. Mais travail relationnel. Et relationnel, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. Et donc, c'est ça, poser la question, quelle est l'utilité de votre réaction? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Qu'est-ce que vous voulez partager de ce que vous vivez? Et bien, ça donne finalement une place à la personne qui éprouve ce qu'elle vit. Oui, c'est un petit peu ça. Oui, alors, tu encore. le fais avec le malade que tu rencontres, la personne malade. Tu le fais parfois en présence de la famille? Oui,
c'est possible de voir, bien évidemment, la personne qui est malade, soit individuellement, soit parfois je vois les proches aidants individuellement, ou je vois la famille au complet. Mais pour des questions déontologiques, je ne peux pas voir individuellement chacune des personnes de la fratrie ou de la famille. Donc c'est soit une approche familiale, soit une approche individuelle. Et c'est vrai que la personne, en fait, le patient que je vois, souvent après il y a des conseils, des questionnements qu'il peut partager avec sa famille, bien évidemment. Et alors, est-ce qu'on est rendu à parler, parce que ça, c'est un très beau thème sur ta feuille de route là, que tu nous offres ce soir. Je trouve d'abord que l'expression, elle est belle et elle est imagée pour Oui, chacun de nous, oui, hein, qui est ce sentiment océanique, oui. hein, qu'on va essayer de décrire un peu. Oui, on va en Hein? parler peut-être un tout petit peu après, c'est dans la préparation du deuil. Il y a juste une chose qui me revient et que je voulais dire, dans les éléments psychologiques et spirituels dont tu parlais. Souvent, en fait, l'approche ou être au plus près de la personne, c'est vraiment l'éveiller à sa dignité existentielle. C'est lui montrer, en fait, qu'elle est capable d'aimer son entourage. Et souvent, ce qu'on revoit, et je pense que vous avez eu ça aussi dans vos propres accompagnements, c'est « Ah, je suis lourd, je suis un fardeau pour toi. Tu dois être fatigué, qu'est-ce que c'est difficile. Je ne veux pas être un fardeau, je ne veux pas être un poids pour toi. » Et souvent, bien évidemment, il y a l'image, en fait, en miroir de la personne qui est malade et qui ne veut pas être simplement considérée comme un poids, comme une personne qui a des traitements, qui est malade et qui va peut-être mourir dans sa conscience. Ce qu'il y a derrière, ça, c'est l'aspect psychologique. L'aspect spirituel, c'est finalement comment je peux prendre soin de toi, comment je peux être le plus léger, comment alléger ta fatigue, comment t'éviter de t'épuiser avec les soins que tu me donnes. Et ça, c'est une manière, même lorsque la personne est alitée dans son lit, quand elle dit ça, merci de me dire ça. Bien évidemment, on va dire, bah non, mais non, t'es pas un poids, qu'est-ce que tu racontes là, c'est pas vrai. Oui, en fait, la personne, elle ressent cela. Et derrière cette question, derrière cette gêne ou cette difficulté d'être un fardeau, c'est finalement la capacité de la personne à vouloir aimer son prochain, aimer la personne qui l'aide. Et ça, c'est très beau. Quand vous êtes alité et que vous ne pouvez rien faire, et que vous êtes soucieux de la fatigue ou de l'épuisement de la personne qui vous soigne, vous la soignez. L'intention vaut 10 000 actes. Et c'est ça qui est à restaurer. Et on montre à la personne, bien évidemment, qu'elle est capable d'aimer, bien évidemment qu'elle est capable de prendre soin, d'être bienveillant pour les personnes qui la soignent. Donc c'est le malade qui nous soigne, ce n'est pas nous. Et ça, il y a une interface. Précieux, très précieux. Et c'est très fréquent. Hein. Donc c'est à la fois psychologique et spirituel. Je ne sais pas si c'est psychospirituel en termes d'entité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a double face, en fait, finalement. Oui, parce que la capacité d'aimer, c'est très puissant. Même dans la rage ou la colère ou la frustration du patient, j'en ai marre, ils sont contre le médecin, ils sacrent en fait parce que c'est difficile, parce qu'ils se sentent impuissants, ils ne se sentent pas compris. Ils vont dire, je souhaite ça à personne. Ben, je souhaite ça à personne, oui, mais ça veut dire que si tu ne le souhaites pas, tu souhaites peut-être quelque chose qui soit bienveillant et que d'autres personnes ne souffrent pas. Donc, tu as de la compassion. Donc, à travers quelque chose qui est un cri, il y a quelque chose qui est positif. Il faut entendre ça, et ça, c'est vraiment important. Et là, on restaure tout simplement la dignité, et on montre à la personne qu'elle est capable d'aimer, elle est capable de prendre soin, elle est capable d'être compassionnelle, elle est capable d'être bienveillante. Et bien évidemment, lorsqu'elle ressent ça pour elle est automatique, pour la personne qui l'accompagne, elle se sent bienveillante et elle a de la tendresse et de la compassion envers elle-même. Et ressentir ça, ça permet de composer un tant soit peu avec les douleurs ou les souffrances qu'on peut avoir. Mais oui, c'est une façon extraordinaire de redonner à l'autre une capacité qu'il ne pensait plus avoir. C'est-à-dire donc, je suis inutile, on entend ça souvent. Oui. Je me sens inutile, le fardeau, ça revient tout le temps. Je me sens pas digne. Pas digne, oui. Pas digne. Et ça,
être digne, c'est être reconnaissant aussi. Ouais. C'est cet amour partagé dont tu parles, là, mais Oui, d'en prendre conscience. d'en prendre conscience, oui, tout Oui, à fait. Ouais. oui. Et tu trouves que les gens, finalement, saisissent. Pas tous, mais parfois ils le saisissent, ou par petites bribes, ou ça prend du temps. Bien évidemment, ce n'est pas des questions auxquelles on répond tout de suite dans une séance ou dans une rencontre. J'ai la chance de pouvoir les voir plusieurs fois, donc c'est des choses qui reviennent après, bien sûr, au gré des rencontres qu'on peut avoir. Si, bien évidemment, les choses sont possibles, s'il n'y a pas trop de soins ou de fatigue, hein, c'est sûr. Ouais, ouais. Oui. Et alors, tu disais tantôt que tu vois à l'occasion euh, la personne malade entourée de ses proches ou de sa famille ou du proche aidant. Et là, tu fais un travail avec les deux, justement, pour une prise de conscience de ce qui se passe, Oui, de ce don de ouais. soi. Euh, le malade est dans le don de soi aussi, Oui, quand on absolument. t'entend nous Oui, l'expliquer, oui. et la personne aussi qui aide. Oui, Euh, j'essaie de valoriser cela plutôt que de dire rapidement maintenant, tu n'es pas un fardeau, t'inquiète pas, on s'occupe de toi, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. En fait, c'est plutôt dire à l'épouse ou le frère ou l'enfant, mais merci de me dire ça. Je suis content que tu puisses vraiment te soucier de ma fatigue, te soucier peut-être de mon épuisement, de comment je pourrais faire mieux pour t'aider, mais je suis très reconnaissant de ton attention envers moi. Et là, ça change la relation. Le soignant-soigné, soigné-soignant, en fait, il n'y a plus de dualité. On se rejoint finalement ensemble dans ce qu'on appelle peut-être une synchronie émotionnelle, où il y a moins, je fais référence à l'étude dont tu m'avais parlé, sur le décalage, le rythme en tout cas, le décalage de la conscience de la mort, en fait, de la personne qui va mourir, et comment le futur endeuillé va intégrer ce rythme-là. En fait, quand on efface les contours de la dualité et de la différence, on se retrouve dans un espace commun où finalement l'émotion est partagée. C'est comme un coucher de soleil. Un coucher de soleil qui est extraordinaire, et vous avez deux amoureux qui sont là, et puis ils sont ébahis, émerveillés par la beauté du paysage. Eh bien, chacun ressent cette beauté, il la partage, mais pourquoi ils la partagent? C'est parce qu'eux-mêmes sont reliés par cette beauté extraordinaire qui leur fait ressentir un émerveillement. Eh bien, on peut la voir même dans un lit. On peut la voir quand on est alité. On peut la voir en faisant en sorte que, c'est là où peut-être il y a quelque chose du sentiment océanique ou de l'émerveillement dans l'expérience de la vie de la personne, où on peut revivre des émotions. Les émotions sont toujours vivantes. C'est vrai qu'il peut y avoir la nostalgie de ce qu'on a vécu, qu'on ne revivra pas. On n'ira plus voir un paysage, on n'ira plus en voyage, on ne pourra peut-être pas voir la naissance des petits-enfants. Par contre, l'émotion que ça procure, elle est tout aussi belle, elle est là, elle est enfouie, elle est vivante en fait. Et vous allez vous apercevoir que lorsque on plonge dans la mémoire, quand on partage la mémoire de ses sentiments ou de ses émotions, on revit l'émotion, on pleure, on sourit. Un album photo parle beaucoup. En fait, on se plonge dans la réalité de ce que l'on a vécu. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose de vivant. Et ça, c'est parfois pas facile à manier parce que, ah bah oui, tu crois, tu vas lui parler de ce qu'il a vécu, ben c'est difficile, ça va lui faire de la peine parce qu'il ne pourra plus y retourner ou va plus pouvoir vivre ça. Mais non, au contraire, je pense qu'il faut l'amener délicatement, mais lui montrer que ce qu'il ressent en fait de cette émotion est encore là. C'est pas mort, au contraire. Et surtout si c'est partagé avec la personne ou avec l'entourage, en fait. Mais oui. Ouais. Alors, c'est beau l'image du coucher de soleil. Ouais. On C'est peut se visualiser. fermer les yeux et le voir, Oui, le coucher absolument. de soleil. Ouais. On peut se rappeler Oui. qu'on l'a vu ensemble ou on peut espérer le voir encore. Parce que espérer, même si on ne va pas réaliser notre désir, Oui. c'est important d'espérer quelque Oui. chose ensemble. Espérer, de vivre De ensemble vivre ensemble, cette tout à émotion. fait, absolument. Oui, oui. L'espérance, c'est une expérience, c'est une rencontre au fond de soi. C'est pas forcément une projection de quelque chose, c'est pas un espoir. C'est quelque chose où finalement on se rend compte que après tout ce qui a été finalement mis à nu, en fait, on n'a plus qu'à se déposer en fait pour pouvoir toucher quelque chose qui puisse éventuellement nous émerveiller. Et là,
l'espérance revient, bien évidemment. C'est une expérience, l'espérance. C'est pas, ouais, c'est ça. C'est à la fois une projection et puis une rencontre, en fait. Ouais. Et c'est très beau. Oui. Et c'est vivant. Et c'est important, vraiment, de pouvoir comment dire, le dynamiser, montrer aux personnes que c'est une ressource et non pas quelque chose d'éteint. Vraiment. Oui. Oui. Et tu disais tantôt, parfois, c'est pas possible parce que c'est trop dur ou les gens n'y arrivent pas. Oui. Alors, tu es là, présent, devant ce sentiment d'impuissance que le malade ressent, Oui. impuissance à aller là où tu l'invites. Parfois, oui, bien évidemment, oui. Souvent, il y a de la colère ou de l'irritabilité à la fois des proches aidants et du patient. Et psychologiquement, c'est sûr que c'est une forme de compensation. On peut être énervé, agacé, irrité, parce qu'on est fatigué et parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'incertitude de l'évolution de la maladie. Donc on va compenser par des petites affaires en voulant contrôler des choses, le ménage, le verre qui se casse, tout ça, ça nous énerve et puis finalement c'est une explosion en fait de colère. C'est normal, il faut accueillir cela, il faut expliquer, bah oui, c'est juste une compensation, c'est pas grave, c'est ponctuel, ça va passer. L'émotion est transitoire. Alors, c'est ça, c'est aussi des manières qui fait que on comprend mieux pourquoi et les uns et les autres sont irritables ou en colère, et ça permet un peu d'apaiser, en tout cas, le lien, et de ne pas focaliser sur quelque chose qui puisse être difficile ou créer un grain de sable dans la relation entre les deux personnes. Oui. Ça t'arrive de demander à un proche, le proche aidant, l'enfant, le conjoint, il y a quelque chose que vous aimeriez dire, que vous n'avez pu jamais vous dire, et en ta présence, que ça crée un pont, que ça peut se permettre, cette parole qui n'a pas été possible. Tant de personnes nous disent que la communication était trop difficile, qu'ils n'arrivaient pas à parler. Tu sens des fois que tu peux être celui qui va proposer une communication. Oui, proposer quelque chose, oui. Le partage peut-être de quelque chose qui a pu émerveiller en fait le patient ou la patiente et puis les proches aidants. Une question que je pose et qui peut parfois être étonnante, mais qu'est-ce qui vous émerveille aujourd'hui? La personne est malade, elle est souffrante, elle est dans son lit, elle a des difficultés peut-être dans la relation, je dirais, avec l'épouse ou avec le frère ou avec les enfants. Et pour autant, on peut en fait poser cette question. Qu'est-ce qui vous émerveille aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a émerveillé? Et qu'est-ce qu'on te répond? La naissance ou l'amour ou tel voyage, mais je ne pourrais plus le revivre. La joie que j'ai eue pour ma femme qui a vécu telle ou telle chose. Mon enfant qui est rentré pour la première fois, je dirais, à l'école en telle année. En fait, l'émerveillement, c'est pas forcément, ça peut être à la fois la contemplation d'un paysage qui est devant nous, ça peut être la mémoire d'un voyage extraordinaire, c'est quelque chose qui vient nous toucher, on est bouleversé par la beauté du monde et on ne se sent pas différent de ce que l'on contemple ou de ce que l'on vit. On efface les contours, on se retrouve à être finalement pas différent du paysage que l'on contemple. On se sent imprégné d'un amour illimité, inconditionnel, qui fait que c'est comme une extase, on en parle dans la mystique, hein, c'est le sentiment océanique, ce sentiment d'être relié à la totalité. Et ça, on essaye peut-être de le rappeler dans le parcours de vie de la famille, du patient et de sa famille. Et là, il y a un partage des émotions. Là, il y a quelque chose dont on se souvient. Et souvent, lorsqu'on est baigné dans ces sentiments, dans ces ressentis, on souhaite naturellement quelque chose de beau aux personnes qu'on va quitter. Il y a le deuil du patient, puis il y a le deuil des proches aidants. Mais finalement, avoir confiance ou souhaiter, en fait, avant de mourir, que nos enfants évoluent correctement, que le bonheur soit dans la famille, eh bien, c'est un souhait, mais on ressent ce souhait. C'est quelque chose de vivant. C'est pas juste une espèce de vœu pieux, de quelque chose qu'on aimerait. Non, on fait corps avec le souhait, avec l'émotion forte que l'on a pour vraiment souhaiter cet amour et cette bienveillance et ce développement pour les personnes que l'on va quitter. Et ça vient rassurer la personne qui va quitter ses proches.
Donc on essaye finalement, on parle de détachement aimant, à la fois du patient et des proches aidants. C'est quelque chose où finalement on essaye de ne pas s'attacher à la douleur de la personne, à la douleur de son parcours de soins, mais on va se réunir dans quelque chose où finalement mon bonheur, c'est ton bonheur, ma joie, c'est ta joie. Je ne pourrai plus participer à ce que tu vivras, mais je suis tellement heureux pour toi. Et là, on se retrouve encore une fois dans une synchronie, ce qu'on appelle une synchronie émotionnelle, où finalement, il y a moins de décalage entre la personne qui va mourir et la personne qui va rester en deuil. On se réunit dans un espace commun, et on l'éprouve, et on le partage. Et ça, je peux parfois essayer, à l'occasion d'une photo, d'un tableau, d'une photo sur la table de chevet, d'aller chercher ce que les personnes peuvent me dire, peuvent nous dire, peuvent se dire de cet amour qu'ils ont vécu. Et là, il y a des trésors, il y a des choses merveilleuses qui sont dites, vraiment. Donc on n'est plus dans le soin médical, on n'est plus dans le traitement, on n'est plus dans la douleur, on est au-delà, à mon sens en tout cas, peut-être du psychologique. On essaye bien sûr de faire comprendre les éléments psychologiques, mais il y a une dimension d'ouverture qui se crée, vraiment. Parce que la personne le ressent, c'est une expérience profonde qu'elle a en soi. Et puis elle a besoin de le partager. Et parfois c'est du silence, parfois c'est des larmes. Alors c'est ça, on pleure aussi avec la personne, vous savez, on ressort du domicile des gens, et puis je pense que vous avez vécu ça aussi, mais moi quand je suis dans ma voiture et puis que je vais voir une autre personne, souvent je retiens mes larmes, et puis quand il y a une histoire qui est bouleversante, que la personne me raconte, je retiens en fait, oui je retiens mes larmes, parce qu'on a les yeux pleins d'eau, comme on dit, hein. Oui. Et c'est normal d'être touché, on peut pleurer aussi avec la personne. C'est pas parce qu'on pleure avec la personne qu'on est impuissant. Au contraire, on partage quelque chose, un questionnement, on n'a pas la réponse, mais on est solidaire des larmes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que des larmes finalement? Vous savez, dans les larmes, ce que je dis souvent, c'est oui, il y a de la tristesse, oui, il y a du chagrin, mais il y a de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans les larmes. Le chagrin, c'est pas que la tristesse, c'est un éveil. Alors, c'est ça. Oui. Oui, mais c'est très profond, là. On est en train de métaboliser, déguster un peu ce que tu nous dis pour... moi, je pense, là, j'ai des images, et puis je me dis que d'informer le malade qu'il peut dire à son proche, voici ce que je souhaite pour toi. Oui. Mais c'est grand, c'est beau, parce que peut-être qu'on ne se parle pas de ces choses-là. Vraiment, on a peur des mots rendus à la fin. Non, on a peur de se dire, de blesser, de ne pas avoir la bonne attitude. Moi, c'est ce que les gens me racontent. J'ose pas lui dire que quelqu'un... Bon, un jour, tiens, je vais te raconter, j'étais avec une patiente et son mari était à son chevet, et elle dit je sais que vous allez faire du suivi de deuil pour lui après à l'hôpital. Et elle dit je vais le dire devant vous, puis je lui dis là je veux absolument que tu te trouves une nouvelle amoureuse. Et puis, je veux absolument que tu fasses ta vie autrement, parce que tu es beau, parce que tu es fin, parce que tu m'as beaucoup donné, et puis je sais que tu peux encore donner et surtout recevoir de quelqu'un. Bon, j'étais quand même assez impressionnée. Je n'ai pas entendu ça souvent. Ouais. J'ai plus entendu « J'espère que tu vas rester marié avec moi longtemps, longtemps, longtemps. » Et cet homme-là, il lui a dit comme ça, « Ben voyons, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens. J'en veux pas, moi, de quelqu'un après toi. » Puis bon. Alors, j'ai assisté un petit peu à ça. Et plus tard, cet homme-là, il dit... C'est fou ce que je vais vous dire.
je pense que j'ai eu un moment de folie. Quand j'étais à côté de ma femme, vous me direz, là, sais-tu mon désir où elle l'a vraiment dit, qu'elle souhaitait que je rencontre quelqu'un après elle. Mais j'ai dit, elle était pleine d'amour quand elle vous a dit ça. Et, éventuellement, beaucoup plus tard, après un travail de deuil, il disait qu'elle avait tellement contribué à apaiser d'abord sa culpabilité de lui survivre, Oui. ensuite sa culpabilité de ne pas pouvoir justement la sauver de là, parce que on voudrait sauver les êtres qu'on aime de la mort, puis en même temps on voit que c'est pas possible. Alors, j'avais trouvé ça quand même assez formidable que cette femme, dans ses derniers mots, ait cette générosité du cœur. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est très très beau. C'est vrai que c'est de l'amour pur. Il y a quelque chose qui n'est pas. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Non, c'est sûr. Non, non, non. Il y a aucun sacrifice. Il y a simplement, je dirais, éprouver finalement de la joie ou du bonheur pour la joie de l'autre. Hein. Vous avez tous éprouvé ça dans votre vie, j'imagine. D'être heureux, profondément heureux pour la joie de l'autre, même si vous participez pas à l'activité qui la rend joyeuse, en fait. Et ça, c'est précieux et c'est de l'amour sans borne, illimité. Il y a quelque chose qui est très, très, très beau et on ne se sacrifie pas, on offre quelque chose. Surtout à l'orée de la mort, en fait. Surtout avant de partir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. C'est rare, c'est sûr. Oui. Mais ça aurait pu être c'est une autre merveilleux, parole, merveilleux. Oui, mais oui, c'est une oui. parole de, Ah oui. de liberté, d'amour, Oui, de oui. sois heureux dans ta vie. Oui, Ouais. absolument. Ouais, ouais. C'est ça, c'est vraiment accompagner la personne dans ce qu'elle peut éprouver de beau. Qu'est-ce qu'elle ressent profondément de ce souhait? Comment elle l'expérimente? Comment elle le vit dans son corps, dans son âme, dans son cœur? C'est au-delà du mot. C'est vraiment une expérience qui est profonde et qui fait qu'il y a un ravissement. On touche du doigt. On est enciélé d'une certaine manière. C'est ça. Et on n'est pas différent de ce ciel. On se relie, on se sent réuni profondément à cet amour que l'on ressent en soi et qui nous dépasse. Ouais, c'est un tout. En fait, j'ai une image, vous avez vu ça vous aussi, quand on va au bord de la mer et qu'on regarde loin à l'horizon, on dirait que le ciel touche à la mer. Il y a comme, c'est relié, hein? Les éléments sont reliés et tout d'un coup, les gens disent beaucoup qu'aller au bord de la mer, c'est ressourçant et que ça fait grand bien, mais c'est à cause de l'espace. Là, c'est effectivement un espace océanique dans un autre sens, mais c'est comme cette profondeur, cette grandeur, cette force que l'on ressent dans la nature. Et quand on est devant, je pense que si on est poreux et qu'on emmagasine ces paysages d'espaces extraordinaires, on les porte à la fin. Oui. On peut les porter à la fin. Oui, tout à fait. Et ça nous porte. Ah oui, oui, oui. C'est de ça que tu parles. Oui, oui, tout à fait. Oui. On n'est pas étanche. Le mot poreux est très beau. En fait, on est vraiment accueilli par cette beauté. C'est une beauté, c'est comme l'instant présent. La beauté, cet amour, en fait, il nous traverse, en fait. On est agi, cet amour vit en nous. On ne le possède pas. On ne peut pas posséder l'instant présent. On ne peut pas encapsuler l'amour. Par contre, il vit à travers nous. Et c'est ça la liberté. C'est un amour sans attachement. Et l'attachement, c'est ce qui crée, bien évidemment, la blessure dans la perte. Donc, le non-attachement aux souffrances et aux douleurs de la personne et le rejoindre dans un émerveillement intérieur, ça permet quelque chose qui peut être transfiguré. Et ça se prépare. Ça se prépare. Mais alors, pour des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'accompagner un proche avant sa mort, parce que la personne est partie vite, parce que la personne est morte soudainement, est-ce qu'on ne peut pas faire ce même travail par la suite en l'aimant très fort, en espérant pour cette personne-là le meilleur, où que l'on puisse imaginer qu'elle soit,
Oui, mais en l'aimant encore très fort, oui, dans ce qu'on n'a pas pu lui dire, mais qu'on lui dit maintenant oui, d'une autre manière, je ne sais pas. oui, Parce que là, on parle bien sûr de l'occasion de dire, l'occasion d'accompagner, l'occasion de trouver un sens. Mm. Mais si on n'a pas eu cette occasion-là, tu es d'accord avec moi qu'on peut oui, le faire autrement? oui, oui, c'est très très juste ce que tu dis là, Joanne. Il y a vraiment, comment dire, dans une mort traumatique ou soudaine, il y a quelque chose où on a besoin, bien évidemment, même dans une mort naturelle ou accompagnée, on a besoin de revivre, de réécrire, de revoir tous les éléments qui ont composé la relation et la vie avec la personne. Et c'est vrai que quand la mort est soudaine, quand la vie est arrachée, en fait, hein, de cette manière-là, il y a des choses qui peuvent être faites comme écrire peut-être une lettre et puis brûler la lettre et la remettre finalement à l'univers ou à quelque chose qui soit ritualisé. On peut ressentir le souhait profond que l'on a dans sa propre expérience de cet amour que l'on souhaite pour la personne. Vous savez, ça vous est arrivé d'avoir des sanglots, des chagrins, de plus pouvoir vous arrêter de pleurer tellement vous êtes effondré par la disparition d'une personne que vous aimez. Et puis là, on est épuisé, et puis bien sûr, personne, rien ne pourra ramener, je dirais, physiquement la personne à vos côtés. Et donc, vous êtes pris par chagrin, par des sanglots, et puis finalement, il n'y a plus de larmes au bout d'un moment. On est épuisé. Et ce qui vient à ce moment-là, parce que finalement, il y a un relâchement aussi du corps dans les larmes, eh bien, la seule chose qu'on puisse vraiment, vraiment, vraiment espérer, c'est la joie, la paix, l'amour, euh, la liberté pour la personne, la libération de toutes les souffrances. Et c'est quand on est épuisé, qu'on a pleuré, 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 même jusqu'à en avoir mal, que ce qui nous vient à l'esprit, c'est ce souhait. Et on le vit, on l'expérimente, on l'éprouve. Mais qu'est-ce que je pourrais t'offrir d'autre que cet amour immense que je souhaite pour toi? Et ça, c'est les larmes qui permettent d'y arriver parfois. Alors, c'est ça. Oui, oui, Euh, ouais. oui, oui. Tu sais, je pense que c'est un sujet qui est tellement touchant, tellement profond. Peut-être que des personnes ici ont vécu avec un proche ce que tu mets en mots. Peut-être que des personnes auraient aimé vivre cela et que ça ne s'est pas passé. Et comme je dis, d'autres personnes n'ont pas eu l'occasion de dire au revoir. Hein? Alors, comme on va être en dialogue présentement, c'est un beau moment, n'est-ce pas? Ah oui. Pour peut-être aussi juste donner d'autres précisions dans ce que tu nous as préparé, si jamais un sujet touche encore à ce que tu aurais aimé nous dire ce soir. Mais je suis certaine que si on commence à regarder avec les gens, qu'est-ce que vous entendez dans ce que Jean-Marc a exprimé? Est-ce que pour vous, vous vous dites, mais c'était pas possible, il y avait tellement de souffrance, on n'a pas pu arriver à cela. Ou bien, oui, on a fini par toucher un peu ou beaucoup à ce que Jean-Marc nous présente comme possibilité d'amour infini. Oui. Oui. Ça, tu es curieux de voir ça un peu. Oui, 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 vraiment, vraiment. Un échange avec vous, ce serait formidable, plus que des idées. Ou, oui. Oui, oui, vraiment, vraiment. Témoignez-nous de ce que vous avez vécu. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler ou des questions, là, que si ça vous questionne. Des choses dures, hein, des difficultés. Voilà, oui, monsieur. Oui. On va voir un micro. Moi, merci. Moi, ma mère est décédée en octobre. J'étais le fils, donc proche aidant, mandataire. Et elle s'est cassé la hanche. Elle souffrait d'AVC. Elle ne parlait pas. Le seul temps qu'elle mentionnait mon nom, il fallait que ça soit très recherché dans sa tête parce que ma mère, c'était toujours le même mot qu'elle répétait. Et puis,
elle formulait aucune phrase. Ouais. Et quand elle s'est cassée la hanche, elle était déjà dans un fauteuil. Mhm. J'ai dû prendre la décision, de la faire opérer Ouais. ou de ne pas la faire opérer. Et ça n'a pas fonctionné. Fait que là, j'ai ça sur le cœur. Et j'ai dû demander la sédation palliative pour mettre fin à ses souffrances. Mais vu que ça fait 7 ans que je m'en occupais, l'autre côté, c'est que je me sens libéré parce que c'est une charge de s'occuper de quelqu'un. J'allais avoir 3 fois par semaine, moi, depuis 7 ans. Puis au début, c'était 7 fois par semaine, plus travailler. Mais personnellement, j'aurais aimé ça, vivre les fameux deuils comme... Ça fait 2 conférences que j'assiste, où est-ce qu'on peut les accompagner en soins palliatifs, tout ça. Mais quand c'est toi qui... Quand c'est pas le cas, et c'est toi qui prends la décision, ce que j'appelle, moi, la mise à mort, je vais te dire, oui, c'est un fardeau, s'occuper de quelqu'un. Oui. Tu sais, t'as beau l'aimer, t'as beau... Mais moi, je la voyais souffrir à tous les jours. Oui. Je la voyais qu'elle n'était pas heureuse dans sa condition. Puis je la connais, ma mère, quand même. Mais, tu sais, dans ma tête, là, c'est moi qui ai pris la décision, là, de dire, OK, on l'opère, mais c'est un coup de dé. Oh, là, j'ai pas le choix. Là, elle souffre, le martyr. Oui. Elle ne voudra pas rester paralysée dans un lit 7 jours sur 7, 24 sur 24. Là, c'est moi qui ai fallu qu'il prenne la décision. Oui. Et je l'ai sur le cœur. Oui. Quand vous dites que... Ouais, merci, vraiment. C'est une situation extrêmement traumatisante et vraiment tellement éprouvante. On se trouve dans une impasse, une impuissance. Mais quand vous dites j'ai ça sur le cœur, c'est vous qui avez pris effectivement cette décision. Est-ce que vous avez aujourd'hui, dans l'intention que vous aviez, est-ce que vous sentez que vous avez libéré, vous avez participé à la libération de la souffrance de votre mère? Bon. Est-ce que c'est ce qu'elle voulait? Ouais. La seule façon qu'elle arrivait à l'exprimer, ça me montrait tout le temps de voir vers le ciel. Ah, ok. Ouais. Fait que là, je savais que... Est-ce qu'en pointant le doigt vers le ciel, est-ce que vous aviez l'impression, même dans sa souffrance, qu'il y avait comme un instant, quelque chose qui était un quart de seconde, où finalement elle était présente dans cet espoir, dans ce qu'elle nommait ou dans ce qu'elle montrait de là-haut, comme si elle était finalement dans un espoir de vouloir se libérer, bien évidemment, mais qu'elle ressentait simplement pendant un quart de seconde quelque chose qui l'appelait, quelque chose qu'elle espérait. Non, oui, parce que ma mère, elle ne s'exprimait pas, mais ce qu'on a appris avec le temps, avec les ergots et tout ça, c'est qu'elle lisait. Mais jusqu'à quel point elle comprenait, ça, on ne pouvait pas le savoir. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y avait des deuils, ils avaient des affiches disant « Monsieur un tel, Madame un tel est décédé là. Ouais. » Et là, elle me disait « Maudit, maudit. » Puis elle montait au ciel. Je savais qu'elle elle voulait ça. Qu'est-ce que vous avez éprouvé lorsque vous avez vu le doigt tendu vers le ciel de votre mère? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De l'impuissance. De l'impuissance? Parce que je prends toutes les décisions. Ça fait 7 ans que je m'occupais des décisions. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'elle me disait maudit, maudit, ou pas fort, pas fort, pas fort, parce que c'était toujours le même mot qu'elle me répétait. Elle, dans sa tête, c'est une phrase. Et là, il fallait que je cherche. Et là, je parlais aux préposés, aux infirmières, tout le monde, cafétéria, name it. Je me fendais le cul à essayer de trouver pour la rendre heureuse dans son épreuve. Oui. Mais moi, personnellement, c'est que je me sentais un peu comme coupable, disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas, moi, demander l'aide médicale à mourir. Légalement, elle ne peut pas le demander, elle ne peut pas l'avoir. » Oui. La sédation palliative, elle était à propos, sans doute, c'est sûr. C'est pas... La sédation palliative n'entraîne pas la mort, hein. Contrairement à l'aide médicale à mourir. Il y a un ralentissement peut-être, un épuisement des organes ou du corps, mais c'est une mort qui reste naturelle, en fait, hein, la sédation palliative. Elle est juste inconsciente. Et c'est important, mais cette inconscience fait qu'elle ne souffrait plus. Mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti silencieusement auprès d'elle? Est-ce qu'elle est décédée dans quel délai elle est décédée? 2 semaines. En 2 semaines. Puis, Ouais. ce qui est malheureux avec la sédation palliative, dans son cas, c'est que dans le jour, parce que le médecin, il veut se protéger, fait qu'il va tranquillement. Oui. Et là, des fois, dans le jour, elle se réveillait, mais là, elle n'avait pas de soluté. Donc, elle se réveillait en souffrance, à la soif,
Et là, je la voyais virer d'un bord à de l'autre, mais elle ne peut pas bouger dans le lit. Fait que là, t'avouer dans cet état-là, là, c'est va chercher une infirmière au plus vite, donne une sédation, qu'elle retombe endormie, mais là, c'est la bataille. Non, je peux pas parce que là, elle n'est pas en aide médicale à mourir. Fait que là, il faut essayer de lui donner de l'eau, mais on ne peut pas lui donner de l'eau parce qu'elle va s'étouffer. Et là, c'est un combat. C'est un combat. Et là, tu sais, tu es là-dedans, là, puis tu as encore toutes les décisions à prendre, encore et encore. Fait que c'est pour ça que ça fait 2 conférences que je viens. Oui. Je vous écoute, là, les 2 conférences, je me dis, bon, on sent que j'aurais bien mieux vivre soins palliatifs, tranquillement, des échanges. Mais moi, elle parle pas. Oui, non, merci. C'est des choses traumatiques. Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec elle? Est-ce que j'évoquais l'idée d'une lettre que vous pourriez brûler ou quelque chose que vous pourriez enterrer pour... Honnêtement, ça, c'est une bonne idée parce que je pense que je vais en avoir besoin parce que Ouais. c'est sûr, je suis avec un psychologue puis tout, écoute, Oui. je suis en arrêt de travail, moi, depuis octobre. Mais, ouais, ça sera une bonne solution, je pense. Ça met en lien. L'écriture met en lien. Oui. Merci. Ouais, merci. Oui. Oui, ici. Oh oui, d'accord, monsieur. Bon, Oui, moi, je vais répondre à monsieur par 2 choses. Moi, j'ai vécu il y a plusieurs années le décès de ma mère, un peu dans le même sens que monsieur. J'étais son légataire, pas juste, en tout cas, je prenais la décision financière et de la personne. J'ai été obligé de prendre la décision d'arrêter de donner la dialyse à ma mère parce qu'ils lui ont découvert des métastases partout dans l'abdomen et ils ne pouvaient pas faire les tests pour savoir d'où ça provenait. Alors, j'ai pris la décision à cette époque-là de ne pas faire les tests et le médecin me demande comme ça, c'est bien beau, mais on fait quoi avec la dialyse? Ben, si tu arrêtes, elle va mourir dans quelques jours, maximum 2 semaines. Ah, ils n'ont pas dire. Moi, je le sais, elle en a 3 fois par semaine. Donc, oui, j'ai pris, moi aussi, une décision déchirante d'arrêter la dialyse de ma mère. Et comme monsieur, à l'hôpital où elle était, en soins palliatifs qu'ils appellent, mais pas complets, j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère vomir son poison qu'elle avait dans le sang, noir, du sang noir, et je l'ai vu mourir. Je comprends un peu monsieur, mais je me dis, moi maintenant, aujourd'hui, ma mère détestait la dialyse. Un peu comme monsieur, madame ne devait pas être heureuse d'être aphasique. Elle ne devait pas être heureuse de sa condition. Donc, monsieur devrait se dire qu'il a contribué à libérer sa mère de son martyre. Au lieu de se sentir coupable, comme moi je me suis senti un peu coupable de ça, mais il y a pire. Comme Jean-Marc disait, assister à une personne, la voir souffrir et mourir, quand c'est ta conjointe, c'est excessivement difficile. Même s'il y a eu des conversations pendant 4 mois de temps, du moment où on sait qu'elle va décéder, à son décès, c'est excessivement difficile. Ça rapproche, mais la personne qui reste, c'est difficile. Même si la personne me dit à moi, comme vous avez avancé tantôt, avec qui tu vas vivre quand tu vas être parti? Il faut que tu t'en trouves une. Avec qui tu veux aller? Personne. Personne. Mais... Est-ce que ça veut dire qu'on lui répond « J'ai pas envie parce que tu m'as comblé ». J'ai répondu C'est-tu impossible. la réponse parce que tu m'as comblé ou bien parce que j'ai trop mal? Impossible. J'ai dit à ma femme, gars, oublie ça. Je ne serais pas capable. Bon, maintenant, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle est décédée, 15 mois. J'avance. Probablement que je serais capable d'avoir une compagne de vie. Mais c'est encore beaucoup difficile parce que elle est omniprésente encore. Ma mère, à qui j'ai donné la mort, un peu comme monsieur disait,
avec ma décision d'arrêter la dialyse, même si l'entente avec ma mère n'était pas extrêmement bonne. Je ne l'ai encore sur le cœur, mais je me pardonne en disant, elle haïssait sa condition. J'ai contribué à finir son calvaire. Donc, monsieur, il pourrait peut-être aussi se dire, en se pardonnant, qu'il a contribué à aider sa mère à arrêter de souffrir. C'est une manière de voir qu'on va peut-être atteindre avec un certain temps, une démarche. Hein, c'est pas facile. Comme il nous expliquait, peut-être que d'écrire, ça va aider à être en lien encore. Hein. C'est comme une manière d'être en lien et de dire une confidence, quoi. Quand on écrit, hein, on se confie à la défunte. C'est ça qui est beau, là. Parce que le faire toute seule, se pardonner toute seule, c'est pas toujours facile. Mais si vous le faites en lien avec elle, vous allez sentir que son pardon vient d'elle et que vous n'aurez pas à vous pardonner. Ça va venir d'elle en vous adressant à elle. Hein? Il y avait une question ici. Merci, monsieur. Merci. En fait, ce n'est pas une question, c'était plus par rapport au partage que vous parliez tantôt. J'aurais juste le goût de dire à monsieur, moi j'ai vécu quelque chose de semblable avec ma mère, puis je me suis posé la question après, pourquoi on a décidé d'arrêter les traitements? C'était quoi la question? Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on a arrêté les traitements? Oui, parce qu'elle faisait l'insuffisance rénale, puis finalement, elle recevait une transfusion de sang, puis elle était malade, puis on pensait de la perdre à chaque fois qu'elle vomissait. Puis ma mère, elle me dit, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Puis moi, quand je suis infirmière, j'avais le poids de mes sœurs et frères. Parce qu'on disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai parlé au médecin. Si le médecin m'avait dit, écoutez, ça va la sauver, ça va prolonger sa vie, mais comme c'était juste un soin de confort, mais que ma mère n'était pas du tout dans le confort, mais elle acceptait la morphine, ce qu'elle ne voulait pas au début. Et après, moi, je me sentais comme ça aussi. Est-ce qu'elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait en acceptant, ou elle a accepté pour la première fois de sa vie de ne pas souffrir? Est-ce qu'elle était quelqu'un qui endurait la souffrance? Mais on se pose ces questions-là, on reste avec une certaine culpabilité. On a-tu bien fait? Mais c'était juste faire le parallèle, mais c'était pas ça, en fait, mon intervention. C'est juste que moi, je travaillais avec des enfants en pédiatrie, puis on avait des enfants qui avaient une insuffisance rénale, puis il y avait une petite fille de 7 ans qui était anxieuse en soir, mais qui pleurait, puis elle était en fin de vie. Puis c'est un enfant habituellement qui est calme pour revenir à votre partage que vous parliez tantôt. Moi, j'avais un bon lien, mais ça faisait longtemps parce qu'elle revenait souvent à l'hôpital, elle repartait. Puis là, c'est un enfant qu'on ne pouvait pas trop toucher, qui avait une petite poupée, des grands cheveux longs. Puis ce soir-là, elle criait, je vais la voir dans la chambre. J'ai dit, Vicky, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mais j'ai peur. Mais elle n'était pas capable de me dire à 7 ans, j'ai peur de mourir, tout ça, parce qu'elle savait que ça s'en venait. Fait que pour la première fois, elle m'a demandé de lui flatter les cheveux. Elle avait des grands cheveux. Et là, quand je flattais les cheveux, moi, j'avais les larmes qui coulaient parce qu'on était attachés à cette petite fille-là. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Mais je lui ai dit, parce que ça me fait de la peine de te voir souffrir comme ça. Puis ça l'a comme, on dirait, là, apaisé. Puis quelques heures après, elle est décédée. C'était comme un appel, viens m'aider, je ne vais pas mourir tout seul. C'était un peu décodé comme ça, j'ai un peu compris comme ça. Mais c'était juste comment ça l'a aidé, juste de lui dire ça l'a comme... Mais là, vous avez pleuré avec elle. Ouais. Comme Jean-Marc disait tantôt, que dans ce partage de larmes, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Et il y a une sécurité aussi que vous avez apportée. Oui, puis elle savait qu'on l'aimait. Tu sais, moi, je lui disais, ça me fait mal parce que je t'aime aussi. Ça fait longtemps. Mais c'est ça. Après ça, ça l'a vraiment calmé. Puis quelques heures après, elle est décédée. Fait que c'est ça, par rapport au partage, je trouvais ça beau, parce qu'il y a aussi quelque chose de beau dans ça. C'était une patiente qu'on était beaucoup attachés. La façon qu'elle est partie, c'était comme très serein. Elle nous a fait un cadeau aussi. Tu sais, moi, qu'elle me demande de jouer dans les cheveux, quand ça fait des années que je la connaissais, puis ce qui était très difficile à approcher, c'était comme aussi un cadeau. Quand tu peux m'approcher, réconforte-moi. Là, elle a contribué à donner à sa soignante, comme tu l'expliquais tantôt, quelque chose avant de mourir. Elle a fait comme un don de
de son cœur, de son amour, en disant « Peux-tu me caresser les cheveux ?» Au fond, c'est ce que je donne, je le reçois, et ce que je reçois, je te le donne. Oui. Oui, c'est un beau moment. Oui, Oui, très beau. oui. Merci. Merci. Oui, Merci. oui. J'aurais envie de partager quelque chose avec vous ce soir. Je suis musicothérapeute. Je travaille présentement en cancérologie et aussi avec des proches aidants de personnes aphasiques, en diade et aussi seul avec eux. Et puis, la musique, c'est vraiment une belle porte à la communication qui est non-verbale, particulièrement chez les gens qui sont plus capables de parler, mais même chez les gens qui parlent. Souvent, c'est la dernière chose qui part. Donc, j'ai des gens aphasiques qui sont plus capables de dire aucun mot, mais qui peuvent chanter des chansons ou qui peuvent chanter une mélodie. Et puis, c'est beau de voir ce qui se passe en connexion avec leurs proches quand on partage juste un beau moment de bonheur et d'échange et qu'il n'y a pas comme d'incompréhension, finalement, dans ce moment-là, parce que c'est juste, je suis contente d'être avec toi, puis on partage un beau moment ensemble. Ça, c'est dans la partie non-verbale. Puis aussi, tu sais, parfois, on a comme, on bloque nos émotions à l'intérieur parce qu'on va être fort, tu sais, on veut passer à travers tout ça, alors que des fois, ça fait du bien à tout le monde, finalement, qu'on pleure, peu importe qui, là, le proche aidant comme le proche aidé. Alors, des fois, je chante des chansons, puis il y a des larmes qui sortent, mais c'est un beau moment, puis ça fait du bien à tout le monde, tu sais. Y compris moi, je suis comme... Puis on s'entend, je fais pas exprès de faire pleurer les gens, là. Puis si les gens veulent pas, j'arrête, tu sais, la chanson on est en train de faire, mais souvent, ça crée un super bel échange entre les proches, puis ça l'ouvre une porte qui n'aurait pas été ouverte sans ça. Tu sais, fait que parfois, ce que je vous encourage avec vos proches, à essayer ça, d'utiliser des musiques de leur vie qui ont été importantes ou qui ont été marquantes dans votre enfance, dans leur adolescence, pour essayer de partager des moments de qualité avec eux ou juste apporter des beaux souvenirs, des moments d'émerveillement, tu sais, se rappeler des beaux souvenirs ensemble, puis ça peut apporter une ouverture différente, puis... Je vous écoutais parler tantôt, je trouvais ça magique. Je me disais, mon Dieu, si des musicothérapeutes pouvaient travailler en collaboration avec vous, ça serait incroyable. Fait que c'est juste ça que je voulais partager. Merci. Non, merci beaucoup. Oui. La musique, c'est un voyage, hein, c'est sûr, c'est très très beau. Il y a des personnes aussi comme ça qui allaient dans les chambres d'hôpitaux et puis qui allaient aussi au domicile avec une harpe et elle allait effectivement faire résonner quelques notes en tout cas, et puis quelque chose d'élevant en fait finalement, d'extrêmement paisible. Ça actionne des choses très belles dans le cerveau et c'est vraiment comme un épanouissement en fait. Hein. C'est vrai que c'est merveilleux, c'est ce qui reste, le son en fait reste. Une personne inconsciente, même si elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, en fait c'est le timbre de la voix qu'elle reconnaît. Et ça c'est quelque chose qui porte, ça rassure beaucoup. Et puis, c'est ça, la musique, ça fait voyager vers des hautes sphères, en fait. Ouais. Merci. On a une autre question. Oui, moi j'aurais une question. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Souvent, on va voir une personne en fin de vie qui a la peau et les os et qui est supposée de mourir des semaines et des mois. Et puis, à un moment donné, arrive une visite, soit de l'étranger, on dirait que cette personne-là attend cette personne-là. Aussitôt que la personne, elle arrive, elle la voit, il y a comme un contact, puis après, la personne s'en va, elle décède. Et aussi le contraire. Il y a des gens qui sont en fin de vie, qui sont toujours accompagnés, puis aussitôt que les gens s'en vont, la personne décède toute seule. En tout cas, c'est la même chose, mais différent. On peut répondre tous les deux, en fait. Oui. Tu veux bien? Je t'en prie, oui? OK. Alors, oui, c'est une observation qui est puissante. On le voit souvent, qu'une personne, on pense, elle attendait la venue de tel être de sa famille et vous l'avez si bien dit aussi, le contraire, alors que tout le monde était là, une fois qu'elle se retrouve seule, elle part. Je serais portée à vous dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. En réalité,
je pense, c'est un peu terrible à dire, mais que la mort survient à un moment parfois où on ne s'y attendait pas. Et c'est donc, je pense qu'on cherche, nous, ceux qui sont là dans l'observation, à comprendre quand est-ce qu'une personne part, pourquoi ce moment-là, pourquoi cette heure-là, pourquoi avec cette personne-là, pourquoi pas avec une autre. Bien, c'est comme on ne sait pas quand les choses arrivent. Oui. J'ai vu vraiment, je pense à cet homme qui attendait de marier sa fille à l'hôpital avant de partir, puis a réussi à survivre jusqu'au mariage et peu de temps après, il est décédé. Mais j'ai vu exactement l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tout pour être là au moment d'une célébration et qui n'est pas capable d'être là. Donc, on ne décide pas, au fond, de ces choses-là, sauf qu'on observe. Et c'est très intéressant de se poser ces questions-là. C'est mystérieux. Oui, c'est très, très juste. C'est très beau, votre témoignage, ce que tu dis, Joanne. La mort ne nous appartient pas. C'est sûr qu'on n'a pas le contrôle. On est impuissant devant le fait que la mort est inéluctable, qu'elle se passe souvent, oui, des personnes qui sont là. Oh, j'espère vraiment, je veux absolument être là lorsqu'il partira ou lorsqu'elle partira. Et puis finalement, la personne s'envole en fait en l'absence parce qu'elle est allée aux toilettes ou parce qu'elle est allée boire un verre d'eau. Et ça, c'est souvent. Et c'est vrai que on ne contrôle pas, bien sûr, le départ ou l'envol de la personne. Et puis, ça laisse parfois pour l'accompagnant quelque chose de difficile, parce que finalement, pendant des mois, elle l'a accompagné. Et puis, au moment même où finalement, je dirais, elle voulait être là, la personne part. Je serais tenté de dire que c'est la liberté, peut-être, de la personne qui s'envole, de choisir ou de se laisser happer, d'aller vers quelque chose qui est peut-être son espérance ultime et silencieuse et invisible qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose qui marque profondément le respect. Respecter le mourir de la personne qui s'envole, c'est fondamental. Ce que j'aime dire aussi, parfois, c'est, vous savez, il y a deux flammes de bougie, en fait. Et une bougie qui est là, puis l'autre qui est là, et puis plus vous les rapprochez, en fait, au fur et à mesure, il y a un moment où finalement, elles sont là, elles sont toutes les deux singulières, elles se regardent, elles s'observent, et puis à un moment, ça devient une seule et même lumière. Peut-être que la mort, c'est ça. Peut-être qu'on se ressent finalement, vivant, d'une certaine manière, d'un amour ou d'une lumière que l'on porte en soi, et on se sent attiré, guidé, invité par quelque chose qui nous constitue. Et souvent, cette image, d'abord, c'est la liberté, c'est le respect de la personne qui prend le temps, peut-être finalement, d'accéder, de se familiariser peut-être, et puis même dans son inconscience, d'aller vers quelque chose qui peut être très très beau, et qui fait qu'elle se ressent à ce moment-là être une seule et même lumière. Et cette image, en fait, c'est quelque chose que j'utilise parfois, et ça rassure les personnes, aussi bien celles qui accompagnent que les personnes qui vont décéder. Je l'ai eu notamment avec une personne qui a une sclérose latérale amyotrophique et qui aujourd'hui a de la misère à respirer et à pianoter, en tout cas sur le cellulaire, pour pouvoir communiquer. Et c'est tellement touchant. Et elle a une détresse, en fait, une peur de plus pouvoir effectivement respirer et de suffoquer et de plus avoir, bien évidemment, avec cette maladie, de plus pouvoir avoir la capacité de respirer. Et lorsque j'ai essayé de faire ressentir en fait cet état d'être, il y a une lumière, elle est croyante, elle a quelque chose qui l'amène en tout cas à se questionner sur le spirituel et se sentir elle aussi être une lumière, eh bien le rapprochement finalement pour devenir une seule et même lumière a au moins apaisé un tout petit peu l'angoisse en tout cas de sa détresse respiratoire à venir. Voilà, c'est une image toute simple, mais qui a été vraiment merveilleuse pour elle. C'est ça, j'ai dérivé peut-être un petit peu après, mais c'est ça. La mort ne nous appartient pas. On est impuissant,
même si on choisit l'heure de sa mort, vous savez. C'est pas quelque chose qui est forcément un contrôle, c'est plutôt quelque chose où finalement le moi, en fait, dont je parlais tout à l'heure, essaye de se saisir lui-même de sa représentation dans un dernier acte. La souffrance est là, c'est sûr, mais elle n'est pas forcément obligatoire pour choisir de mourir aujourd'hui, avec la loi sur l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est un autre sujet. Oui. Oui. Tantôt, on parlait de musique. Moi, je sais que quand j'ai perdu mon époux, j'ai eu beaucoup de difficultés à surmonter ça. Puis quelqu'un m'a suggéré de m'inscrire à une chorale. Parce que quand tu es dans une chorale, tu peux pas être triste. C'est beau, c'est super beau. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis, je dirais, monsieur, ici, que moi aussi, j'ai vécu ça avec ma mère. Et ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que la fin de la vie, c'est jamais quelque chose de très gai. C'est toujours plutôt triste et prendre ces décisions-là, c'est jamais facile. C'est rare que ça se passe comme on voudrait. Puis ça, c'est un constat, c'est ça, c'est comme ça. Donc, il a fallu que j'accepte. Quand j'ai compris ça, c'était plus facile à accepter parce que ça n'aurait pas pu se passer autrement de toute façon. On est impuissant devant la mort, puis devant la souffrance des autres, puis on ne peut pas la prendre non plus. Puis, je dirais, monsieur, ici, que 13 mois, 15 mois, quand on perd une personne significative comme celle-là, c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas assez pour penser... peut-être qu'il y en a que oui, là. Ben moi, ça m'a pris 4 ans, je vous dirais. Ça s'améliore, mais c'est ça. Aujourd'hui, je vis bien avec ça. Beaucoup mieux avec. Mais je sais que moi, quand je suis en deuil, je dis « Oh, ça fait 1 an! » Eh mon Dieu, c'est rien, 1 an. Aujourd'hui, je sais que c'est rien, 1 an. Oui. Alors, c'est tout. Oui. Mais vous avez dit quelque chose d'important par rapport à... Vous avez dit la mort, c'est toujours triste, n'est-ce pas? Et vous avez raison. Puis moi, je pense que c'est Dutheil qui chante, là, mais qui écrit aussi. Je crois que c'est lui qui a dit cette belle phrase. Hein? Je cherche, là, si c'est bien lui, mais je crois que oui. Ne serait-il pas plus triste de ne pas être triste? Ça, je trouve ça d'une puissance, cette phrase. Hein? Parce que c'est ça, cette tristesse, c'est congruent avec ce qui se passe. Hein? On est en résonance avec la réalité qui nous arrive. Et donc, être triste, c'est tout à fait approprié. Mais ça ne veut pas dire que la tristesse va nous désespérer, puis nous rendre dans de la détresse. Des moments, oui. Mais la tristesse, elle est là pour s'exprimer. Ces larmes qui sont à la fois un mélange de reconnaissance pour la vie qu'on a eue ensemble et en même temps de grande tristesse d'une séparation ultime. Hein? C'est pas simple se séparer pour toujours. Pour toujours. Et en même temps, c'est la séparation comme on la connaît, hein, dans la vie qu'on avait, dans cet amour qu'on a connu. Mais Jean-Marc, tu nous parles aussi d'une ouverture. Et c'est donc une séparation, mais une ouverture vers autre chose en soi, vers une nouvelle connaissance de soi, vers une nouvelle expérience qu'est le deuil. Et c'est pas une fin dans ce sens-là. C'est que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. On n'en veut pas de celle-là au tout début. Hein? On voudrait la vie qu'on a connue, mais elle n'est plus là. On ne veut pas de la vie qu'on ne connaît pas. Et puis, on est pris un peu avec cette réalité. Hein? On est pris au début. Alors, ça prend, comme vous dites, plusieurs mois avant d'avoir moins mal. Et de se redéfinir, de se reconstruire et de
trouver un nouveau sens à notre vie. Hein? C'est toujours à fabriquer un sens. Non, hein? Non. En fait, le sens, c'est de vivre à chaque jour depuis, ne serait-ce que ça, depuis la mort de votre conjoint. Ouais. Je suis venue à bout de vivre à tous les jours. C'est déjà tout un sens. Hein? Oui. Une question que j'aimerais remercier beaucoup, Joanne, c'est la tristesse fait partie, c'est ça, de notre humanité, hein, c'est sûr. Quelle est la relation que vous avez avec votre conjoint aujourd'hui? Comment vous vivez la relation avec lui? Quelle présence a-t-il dans vos Depuis journées? pas longtemps, j'ai commencé quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je me ferme les yeux, je l'imagine heureux et dans la lumière. Et depuis que je fais ça, je suis tellement mieux. Je sais pas pourquoi. J'imagine que c'est de l'amour que j'envoie. Oui. Mais avant, C'est sûr, j'étais ouais. fâchée parce qu'il était mort, tu sais. Oui. Mais c'est ça. voyez? Mais je suis pas arrivée encore à l'intégrer. J'imagine que c'est ça qui se fait, là. Donnez-vous le temps, oui. Et voilà. Oui. Oui. Moi, je suis infirmière clinicienne, je suis accompagnatrice spirituelle. Je vais juste apporter un petit point d'information parce que je ne peux pas laisser passer ça. On a parlé de sédation palliative avec monsieur ici, là. Hein? Et la sédation palliative, c'est important que les gens soient informés de quoi on parle quand on parle de ça. Hein? Il y a la sédation intermittente, il y a la sédation continue. Alors, normalement, une personne peut être mise en sédation intermittente pour un temps, le temps de voir si la souffrance, la douleur qui est intolérable peut être soulagée. Et si elle s'éveille après un certain temps, puis qu'elle est soulagée, elle peut continuer. Mais elle peut aussi décider de continuer la sédation là, permanente parce que la douleur n'a pas été soulagée. Alors, c'est important de comprendre ces nuances-là. Alors, peut-être c'est ce qui est arrivé avec madame. Hein, et elle s'éveillait, elle n'était pas vraiment en sédation profonde. Alors, quand une personne est souffrante comme ça, il faut l'amener en sédation profonde. Hein, et c'est ça là, qui s'est vécu. Et l'autre point que je trouve important de préciser, c'est que on ne met pas de soluté en dernier parce que la personne n'a pas ce besoin et que si on mettait un soluté, on lui nuirait plutôt que de l'aider. Hein, ça prend, en fait, la valeur de 3 gouttes d'eau en dessous de la langue à l'heure pour être hydraté quand on est en fin de vie. Hein? Alors, généralement, on y va avec des soins de bouche, on va hydrater très, très légèrement. Sinon, le système est tellement au ralenti qu'il deviendrait surchargé et on se retrouverait en édème, hein, enflé et absolument inconfortable. Alors, je voulais juste préciser ça. Là, comme, et ce que ça dit, au fond, c'est qu'on a besoin d'être informé au Oui. fur et à mesure qu'on vit quelque chose. On espère toujours que le personnel de la santé, quelqu'un serait près de nous pour nous dire ce qui se passe. Oui, c'est tellement important. Moi, je viens de donner une formation sur les soins palliatifs. Alors, c'est ça qu'au fur et à mesure, on puisse donner cette information-là. Et c'est pour ça qu'en soins palliatifs, on travaille en interdisciplinarité. Pour ça, justement, avancer ensemble. Voilà. Merci pour cette précision. Merci, madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, j'écoute tout le monde parler, puis je me dis, mon Dieu, la société n'investit pas assez de fonds dans la création de services de soins palliatifs de qualité. Hein? Mais j'avais aussi l'intention d'expliquer aussi autre chose. Vous savez, quand on parle de choisir le moment de mourir et tout ça, puis dans le fond, qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, moi, c'est sûr, dans ma pratique, là, j'ai beaucoup d'objectifs, mais un des objectifs est de minimiser le plus possible les dommages pour le deuil des gens qui restent. Parce que Joanne m'a dit il y a plusieurs années... Nous avons travaillé ensemble. J'ai eu cette grande opportunité. Ben, c'est une médecin incroyable, alors on l'écoute. Oui. Donc, Joanne m'a dit, telle personne qui est assise dans mon bureau, « Ah, c'est incroyable ce que les mots
peuvent signifier tout le poids des mots que les médecins disent quand les patients sont mourants, les endeuillés viennent me voir, puis en tout cas l'interprétation de tout ça, c'est très, très important. Fait que pour moi, c'est justement important là, de minimiser l'impact négatif chez les endeuillés. Et puis, donc, quand j'entre dans la chambre et que la personne me raconte son anecdote au sujet du moment choisi par son époux de mourir, et puis que ça apaise de la souffrance en elle ou en lui, j'écoute son anecdote et je suis contente, je suis empathique. Par contre, quand l'anecdote est de dire quelque chose comme « il a choisi de mourir quand je n'étais pas là », alors là, j'essaie d'éclairer, un peu comme tu as fait, Joanne, en disant, vous savez, on ne sait pas, on ne choisit pas nécessairement le moment de notre mort. Puis l'autre chose que je fais aussi, quand je vois que les familles insistent beaucoup pour me dire, on va être là tout le temps, on va se relayer. Puis quand il va prendre sa dernière aspiration, on va être là. Alors, avec les années, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ça, même si je n'ai pas de l'air si vieille que ça. Donc, c'est ça. Je leur dis toujours, vous savez, le dernier souffle n'est pas le moment le plus important de votre conjoint et vous dans votre relation. Le moment le plus important et les moments les plus importants, vous les avez vécus et vous les vivez encore dans la relation que vous avez eue avec votre conjoint et tout ce que vous lui avez donné. Donc, si vous n'êtes pas là au dernier moment, au dernier souffle, rassurez-vous, il va y avoir quelqu'un avec lui parce qu'on est beaucoup sur l'étage. Mais sachez que je ne pense pas que c'est le moment le plus important. Puis, en dernier, je veux juste expliquer que quand les gens vont faire des choix, puis qu'après, ils regrettent leur choix ou ils ont des moments de regret, je leur dis toujours, vous savez, vous avez pris la meilleure décision au moment où vous l'avez prise avec toutes les circonstances qui étaient présentes. C'est trop facile après de dire « j'aurais dû ». C'est ça, avec tous les éléments qu'on avait alors qu'on a pris la décision. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, j'ai été très touchée par votre présentation. J'ai 50 000 questions pour vous. Je ne sais pas si je pourrais je crois que vous avez effleuré l'aide médicale à mourir. Oui. Comment vous travaillez avec des gens qui vous présentent cette option-là, comme étant sérieuse, une sérieuse option? Oui. D'abord, le psychologue ou le psychiatre n'est pas effectivement nécessaire ou requis, en tout cas dans le processus d'évaluation. C'est deux médecins en fait qui font l'évaluation, je dirais, de la demande du patient. Souvent, en fait, ça donne lieu à beaucoup d'anxiété en fait chez le patient, qui attend la validation, en tout cas de la reconnaissance, et d'écouter dans sa demande. Il ne sait pas du tout si ça va être accordé ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment, en tout cas, dans le processus, en tout cas, de demande d'aide médicale à mourir. Il y a aujourd'hui dans la loi deux types d'aide, bien évidemment deux types d'aide médicale à mourir, celle où la mort est raisonnablement prévisible et celle où la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Donc il y a des délais qui sont différents et pour la mort qui n'est pas raisonnablement prévisible, il y a un délai de 90 jours pour voir bien évidemment s'il y a une itération, en tout cas dans la demande du patient. Quand un patient me demande de voir si on peut en discuter, bien évidemment, je réponds présent, j'y suis. Et donc, j'essaye d'élaborer une relation, un questionnement très respectueux, en tout cas avec cette personne, avec quelques questions que j'ai en tête, si c'est à propos ou si c'est possible de les poser. C'est voir si c'est un désir de disparaître ou un désir de mettre fin à la souffrance. Parfois, il y a des nuances qui sont apportées. Ce n'est pas vouloir disparaître et quitter effectivement les proches, mais c'est surtout essayer de faire taire le plus possible et faire disparaître complètement cette souffrance qui est insupportable, qu'elle soit psychique, subjectivement, en tout cas intégrée comme telle, ou physique. J'essaye de voir aussi dans mes questions s'il y a une anxiété en fait qui peut-être s'instaure en tout cas dans sa perception à mesure que la date en tout cas de l'acte en tout cas va arriver. Donc ça pour voir pour le parcours, pour voir comment elle évolue en tout cas dans la proximité de l'acte qui va être fait par le médecin. J'essaye de voir aussi comment aimeriez-vous que vos proches vous accompagnent.
C'est-à-dire que c'est important, est-ce que c'est une décision qui est la vôtre? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage? Est-ce que vous souhaitez en parler? Pour voir comment finalement les personnes qui vont être endeuillées par l'accompagnement qu'ils font, qu'ils soient d'accord, neutres ou pas, ou réticents ou en difficulté, on a toutes sortes de situations, fait que la culpabilité ou le regret ou la responsabilité plutôt du proche aidant qui accompagne la personne dans cette décision, qu'il le souhaite ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, reste dans son deuil avec cette responsabilité. Ça veut dire que dans le parcours d'accompagnement, il aura été impliqué dans la décision de son proche, dans cette décision. Et donc, et ça, Joanne, elle le sait très bien, c'est Marie Denzel qui disait ça, on ne meurt pas que pour soi. Ça, c'est fondamental. Et c'est, quelle que soit l'autodétermination en psychologie positive dont on peut parler, la décision revient bien évidemment à la personne, mais il y a un lien, on est responsable de la décision qu'on fait partager avec notre entourage, dans le choix, en tout cas, qu'on a décidé effectivement pour pouvoir mourir avant ou pas. Bon. Et après, c'est deux médecins qui évaluent ça. Moi, je rentre pas du tout là-dedans. Et j'essaye de voir un petit peu, surtout, comment la personne se sent, en fait, avec son entourage pour cette décision. Parce que l'endeuillé reste, veut pas, avec cet accompagnement. Il peut être libéré, il peut être moins coupable, il peut dire « Ah, c'est merveilleux, effectivement, c'est comme ça, c'est ce qu'il voulait ». Mais moi, j'ai des patients qui vont accompagner, bien évidemment, l'aide médicale à mourir de leurs proches, et c'est un sujet qui revient très, très fréquemment en séance. Très fréquemment. Donc, voilà. Il ne faut pas rester dans la culpabilité, il faut reconstruire le lien, parler, bien évidemment, de ce qui a été, qu'est-ce que la personne souhaitait dans ces circonstances-là, au moment où ça a été décidé. Ça, c'est très important de recontextualiser en fait la demande et la décision pour éviter une culpabilité qui soit trop importante. Parce que quand la personne n'est plus là, et Joanne, tu le disais, on refait « Ah, si j'avais su. Ah, je regrette d'avoir dit tel mot. Ah, ben, j'aurais pu faire mieux. » C'est l'impuissance, bien évidemment, qui rejaillit à chaque fois. Donc voilà, un petit peu, je dirais, les éléments que j'essaye un petit peu d'apporter, de discuter avec la personne. Voilà, c'est un petit peu ça, oui. Malheureusement, bientôt, oui, on va devoir bientôt arrêter parce qu'on empiète sur notre heure, mais ce sont des questions fort importantes. Pour le dernier sujet, j'aimerais juste rajouter que ce que j'en entends des deuils à la suite de l'aide médicale à mourir, quand c'est difficile, c'est parce que ça n'a pas été parlé. Ça n'a pas été partagé avec les proches. On l'a annoncé une fois que la décision était prise et que c'était quelque chose entre le médecin et le malade. Et malheureusement, les proches étaient un peu à l'écart. Et dans ce sens-là, les gens ont mal de ne pas avoir été, comment dire, pas forcément consultés, là, mais d'avoir entendu le besoin d'avoir pu partager aussi ce que ça fait vivre. C'est beaucoup ça, une grande solitude. Une grande solitude. Grande solitude après ça. Mais on en fera une présentation à un moment donné ici pour justement voir comment on peut, comme tu le disais dans le programme de ce soir, comment on peut aller chercher des exemples de bon accompagnement et de suivi de deuil, comme on les a vécus en soins palliatifs, pour essayer que ça se passe pour la même chose après. Parce que ce que je constate, c'est que les gens sont à l'hôpital, la famille, dans certains hôpitaux, pas partout, mais doivent partir. Il y a des gens qui m'ont dit, une fois que ça a été fait, le médecin a dit « ça y est, c'est fait, ça s'est bien passé, tout est correct maintenant ». Et les gens prennent le taxi, puis il n'y a pas personne qui ramasse un peu les larmes, la peine, qu'est-ce que vous vivez. Il y a beaucoup de solitude après, alors que nous, en soins palliatifs, on a été habitués à avoir des suivis de deuil, de ne pas laisser la famille, d'ouvrir la porte du bureau, de venir dire « venez vous asseoir, qu'est-ce que vous vivez avec ce qui vient de se passer? » Alors que là, les gens, si ça se passe à domicile, parfois, ils n'ont pas d'accompagnement pour le suivi de deuil et ça peut être très dur. Mais
Ouais. Je suis en train d'essayer de comprendre beaucoup de choses dans le deuil à la suite de l'aide médicale à mourir. Je m'y intéresse beaucoup et on va essayer d'en parler ici, éventuellement. Oui. Je vous remercie d'abord d'avoir dépassé le temps avec nous et puis je vous remercie surtout d'avoir partagé, d'avoir dit, d'avoir communiqué, mis des mots, d'avoir osé parler de vos émotions, de vos sentiments, parce que chaque fois que vous le faites, dites-vous que vous nous aidez. Oui. Vous aidez celui ou celle qui est à côté de vous. Et c'est ça l'entraide, c'est ça, être ensemble dans une salle comme ici ce soir. Et je tiens énormément, aidez-moi à l'applaudir, à remercier Jean-Marc. C'est vous qu'il faut applaudir. En fait, merci d'être là. Vraiment, merci. Et ça fait du bien quand même de savoir qu'il y a ce genre d'accompagnement auprès de personnes et que cette capacité d'aimer que tu as, c'est contagieux. Alors, c'est ça que tu répands et c'est formidable. Merci pour ton message profond et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et nous, on se dit à très bientôt. On a un rendez-vous le 9 avril. Ce mardi, parce que il y a l'éclipse solaire. Ah, ça c'est beau ça. Le 8, il faut tout prévoir avec nos soirées. Ça, c'est de l'émerveillement, ça. Alors là, j'ai dit, si on veut que des gens viennent le soir, il faut remettre au mardi, ce qui est exceptionnel. Mais vous êtes les bienvenus, on vous espère ici. Hein? Au revoir et à bientôt. Soyez Merci beaucoup. bien. Au revoir. Merci.